BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez-nous, on est aux anges parce qu'on est très heureux de vous retrouver. Comme chaque week-end pour De quoi je me mêle, votre rendez-vous tech, on va passer un petit peu plus d'une heure ensemble. Un petit peu plus d'une heure, puisque vous le savez, dorénavant, à la fin de quoi je me mêle en version audio, eh bien vous aurez un petit bonus supplémentaire. Voilà. Et ça sera dorénavant comme ça chaque semaine. Évidemment, vous pouvez nous retrouver le week-end sur BFM Business Radio Télé, dès le vendredi midi sur YouTube et en podcast audio, avec au sommaire de ce De quoi je me mêle tout à l'heure, une petite sélection à l'approche de Noël des meilleurs produits high-tech sélectionnés par le Labo Fnac. Du 5 étoiles, le top du top. On va se faire plaisir tout à l'heure avec Lionel Costa. Et puis je vous rappelle le hashtag DQJMM si vous voulez nous suivre et réagir sur Twitter. Encore une fois, merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Noël approche. Anthony Morel, bonjour. Salut François. Est-ce que tu as déjà fait tes cadeaux ? Écoute, je suis presque prêt. Je suis assez content. Ouais, je suis fier de moi parce que d'habitude, je suis toujours à l'arrache. T'es tranquillou là. Je me suis dit là, je vais essayer pour une fois de m'y prendre à l'avance. Ouais. Et là, il me reste un ou deux trucs à peaufiner, mais normalement, je suis pas mal. D'accord. Ouais. Bah moi non. C'est vrai. Non, c'est dur quand même. Ouais, c'est pas facile. Toujours. Mais... Et puis plus la date approche, plus tu commences à stresser. À paniquer. Ouais. Mais là, moi, j'ai profité du Black Friday en fait. Et je me suis dit voilà, tous les cadeaux un peu électroniques, machin et tout ça. C'était pas des promos incroyables, mais au moins ça te donne une date où tu te forces à faire le truc et après t'es tranquille. En effet, exactement. Voilà. Dans l'actu, Anthony. Alors évidemment, Anthony va être avec nous pour commenter l'actu. Vous le savez comme chaque semaine. On le retrouve sur BFM Business le matin, sur RMC Story et RMC avec Estelle Denis. À l'heure du déjeuner. Dans l'actu, pas mal de choses. On va parler de GTA 6, bien sûr, de beaucoup d'intelligence artificielle, avec Mistral.ai, qui est, on va dire, un peu notre chat GPT français, qui vient de lever beaucoup d'argent. Et Dieu sait si l'argent est important quand on veut travailler dans l'intelligence artificielle générative. Mais pour débuter, eh bien, la grosse actu de cette semaine, c'est Google. Google qui en a marre de se faire distancer par OpenAI et ChatGPT et dévoile enfin, j'ai envie de dire, son Gemini ou Gemini, je ne sais pas comment on dit. Ouais, moi j'ai francisé, je dis Gemini, mais enfin, effectivement, voilà. En anglais c'est Gemini. Qui est, on va dire, la réponse de Google à ChatGPT. Exactement, et qui est même censé être, en tout cas c'est ce que nous dit Google, plus fort. Oui. Que GPT-4, donc que la plus dernière. Fort, plus beau, plus costaud. Évidemment. Enfin, ils ont beau jeu de dire ça, évidemment, Google. Oui. Mais enfin, alors, ils vont pas dire, bon, ça va être moins fort. Ouais, c'est un peu moins bien, mais essayez quand même. Mais vraiment. Essayez, vous allez voir, on sait jamais. Ouais, non. Alors, ils disent ça, cela dit, ils se basent pas non plus sur rien pour dire ça, parce que tu sais qu'il y a un certain nombre de mesures académiques pour calculer la puissance sur certains critères très précis, je sais pas moi, la reconnaissance d'image, des choses comme ça. Et donc, sur les tests qui ont été réalisés, eh bien, Gemini obtient de meilleurs résultats que les dernières versions de ChatGPT. C'est un peu le benchmark des IA, quoi. C'est exactement ça, c'est le benchmark des IA. Alors, sachant que, il faut, si on est un petit peu précis, Gemini, et on va décrire après ce que c'est capable de faire, mais il est décliné en 3 versions. Il y a Gemini Nano, Gemini Pro et Gemini Ultra, donc du moins puissant au plus puissant, et c'est la version Gemini Ultra qui n'est pas encore disponible et qui sera disponible courant 2024, qui, elle, est vraiment visiblement plus puissante que ce qui se fait chez ChatGPT. Et Gemini Cricket, c'est pour plus tard. Oh, c'est pas mal. Non. Eh bien, franchement, envoie à Google, on sait jamais. On sait jamais. Prends peut-être une mise à jour un jour. La version spéciale Pinocchio. La version spéciale Pinocchio, qui ment tout le temps, qui hallucine tout le temps. Voilà, c'est ça. C'est vrai que ça changera pas beaucoup de ce que fait Google d'habitude avec Bard, parce que franchement... Alors d'ailleurs, c'est un point intéressant. Oui, c'est intéressant parce que justement, par rapport à Bard, comment on peut qualifier Gemini qui va sans doute le remplacer ? Alors, qui va le remplacer, l'améliorer, puisque visiblement ce sera intégré à Bard. Alors, sachant que, en fait, c'est pas le même modèle de langage. Bard se basait sur un modèle de langage qui s'appelle Lambda. Et Gemini, c'est un nouveau modèle de langage qui visiblement est beaucoup plus performant, moderne. Et ce qui est important, parce que franchement, Bard, tu l'as testé comme moi, c'était quand même pas incroyable. Ça disait beaucoup de bêtises, il y avait beaucoup d'approximations. Donc, on a vraiment hâte de pouvoir utiliser, parce que pour l'instant, ça n'est pas disponible encore en France, mais de pouvoir utiliser Gemini. Alors, qui a comme grosse différence avec Bard, que c'est une intelligence artificielle multimodale. Donc multimodale, ça veut dire que non seulement il y a du chatbot, on peut répondre à des questions par du texte, mais on va pouvoir aussi analyser du son et de l'image. Donc on a un vrai assistant personnel qui va analyser le monde qui nous entoure ou qui l'entoure et qui va pouvoir en tirer des conclusions et raisonner presque comme un être humain. Oui, c'est-à-dire qu'il a quasiment tous les mêmes sens que nous. C'est ça. Louis l'a vu. C'est ça.
Bon, il n'a pas le toucher. L'odorat, encore, peut-être. Et Le goût, l'odorat. bientôt le goût. on sait Bientôt pas. le goût. Non, mais c'est intéressant. Ça veut dire qu'on va pouvoir, et ça c'est toute la puissance de Google, qui travaille depuis des années avec Google Lens sur la reconnaissance d'images. Enfin, tout ça, c'est un peu le condensé de ce que fait Google depuis des années, qui étaient différentes briques. Ouais. Et là, visiblement, tout ça a été C'est- imbriqué en quelque C'est sorte. exactement ça. Le mot multimodal, ils l'utilisent dans chacune de leurs présentations au Google I.O. À chaque fois, il y a des présentations sur les technologies multimodales. Alors, c'est pas pour dire qu'ils sont complètement, pionniers en la matière, parce que GPT-4, c'est du multimodal aussi. Il peut analyser de l'image. Alors là, il y a eu des démonstrations techniques qui sont quand même assez spectaculaires. Il faut toujours se méfier des démonstrations parce qu'il peut y avoir du montage. Tu sais jamais dans quelle mesure c'est conforme à ce que toi, tu vas avoir comme expérience en tant qu'utilisateur. Mais quand même, on a donc un humain, un ingénieur qui joue avec Gemini et qui le fait réagir à tout un tas de choses qui se passent. Et donc, tu vois, par exemple, Gemini qui va... par exemple, tu as l'humain qui commence à faire des ombres chinoises. On s'est tous amusés à faire des ombres chinoises. L'IA va comprendre quel animal est représenté par l'ombre chinoise. D'accord. Tu as l'humain qui va jouer au bonto, tu sais, le jeu où, Oui. où tu dois trouver la pièce sous la bonne tasse, etc. Ouais. Et l'IA va être capable de détecter la J'ai manipulation. beaucoup joué sous la Tour Eiffel, j'ai toujours perdu. Ah, c'est bizarre. Je Je pensais que comprends tu allais pas. me dire c'est moi qui j'ai beaucoup arnaqué les touristes. Non. Dans l'autre sens, c'est mieux, c'est plus sympa. Oui, c'est vrai. Complètement interdit, le bonito. Évidemment, Mais c'est vrai qu'on en évidemment. voit parfois dans les Oui, rues de Paris et de certaines grandes villes. Et donc, tu as toujours une manipulation, un trucage. Et l'IA, en fait, est capable de détecter le trucage, même quand c'est bien fait, et de dire non, la pièce, elle est sous cette tasse-là. Et Wow. de te faire gagner au bonito. Donc voilà, la prochaine fois que tu te feras arnaquer par un touriste sous la Tour Eiffel, par un arnaqueur sous la Tour Eiffel, tu sortiras ton smartphone Android et tu diras ah non, c'est là, j'en suis sûr. Et l'IA pourra te donner la bonne réponse. Est-ce que Google t'a parlé de cet exemple du canard en plastique ou Ah pas? oui, le canard en plastique, c'est impressionnant. C'est aussi. intéressant ça aussi. C'est marrant. Alors effectivement, parce qu'en fait, on voit l'ingénieur, la même chose, qui pose en fait un canard en plastique, et donc l'IA commence à dire bon voilà, c'est un canard, mais c'est un canard en plastique. Il est bleu, alors c'est pas très courant pour les canards. Et après, C'est rare. Il fait tout un truc, c'est assez rare. Alors apparemment, il y en a quand même. Ils disent si, il y en a, mais dans certaines régions du monde, etc. Et l'ingénieur fait un dessin très vague d'un truc qui ressemble vaguement à un canard. Et l'IA dit si, ça c'est un canard. Là, c'est un canard dans l'eau. Et puis là, tu es en train de le colorier en bleu. Enfin, il comprend en fait Il comprend ce qui se passe. ce en qui fait. se passe. L'action. L'action qui est en train de se dérouler. Ça va même plus loin que ça, parce qu'il y a un autre moment où l'humain mime une scène de film. Alors c'est une scène qui est reconnaissable, tu sais, c'est la scène bullet time de Matrix, tu Ouais. sais, où le Oui, mec se oui. penche, Tu vois, voilà. c'est ralenti. Voilà, mais en fait c'est un humain, c'est comme si toi tu jouais à un jeu de mime et tu faisais ça. Ouais. Et l'IA dit ah oui, ça c'est une scène qui vient de Matrix, machin, etc. C'est ça qui est dingue en fait, c'est la capacité de raisonnement et d'abstraction, la capacité à comprendre comme le ferait un être humain. Et là, on sort de ce qui est purement une machine, un truc mécanique, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un raisonnement qui ressemble à ce que pourrait être un raisonnement humain. Et de ce point de vue-là, je dois dire que la démonstration, qui encore une fois, c'est une démonstration technique, on verra ce que ça donne pour de vrai, Mhm. c'est quand même assez impressionnant. Ouais. Et juste pour terminer l'exemple du canard, c'est que l'ingénieur pose la question à Gemini en lui demandant est-ce que ce canard va flotter si je le mets à l'eau? Ouais. Et il répond, le Gemini répond je ne sais pas. Et à ce moment-là, l'ingénieur mime sur le canard en fait le fait qu'il fasse pouic pouic, comme ces canards en plastique de jouet. Et Gemini comprend qu'à ce moment-là, en faisant pouic pouic, il y a de l'air dedans et donc il en déduit qu'effectivement, il peut flotter. Ouais, c'est ça. C'est assez intéressant. C'est- En fait, ça ouvre. En fait, il y a une espèce de raisonnement qui est assez nouveau dans ce type d'intelligence artificielle. C'est je ça. trouve. C'est la capacité de déduction qui est hyper intéressante. Il y a une autre démonstration, alors c'est une autre vidéo qui a été publiée par Google qui est assez aussi parlante de ce point de vue-là, où en fait tu vois une photo d'un appartement, de l'intérieur d'un appartement. Donc tu as une fenêtre, une chambre, etc. Et on demande à Gemini quelle est l'exposition de cet appartement. Et donc simplement à partir de la lumière et de la direction de la lumière, il te dit cet appartement est orienté sud-est, je te dis n'importe quoi. Ouais. Et donc ensuite, on lui montre une photo d'une plante, on dit est-ce que cette plante a besoin de beaucoup de lumière et où est-ce qu'il faut que je la mette dans mon appartement Wow, pour ça, que, c'est pour que ce soit optimal. Et donc l'IA, encore une fois, fait la déduction et dit tu devrais la mettre à tel endroit dans ton appartement à partir d'une simple photo de la pièce, quoi. C'est quand même chaud. c'est assez fou, quoi. Ouais, Enfin, c'est vraiment, assez chaud. c'est assez dingue. Et l'autre point qui est intéressant dans cette démonstration, et là encore, moi j'ai trouvé ça bluffant sur la vidéo, il faudra voir ce que ça donne en vrai, c'est la rapidité à laquelle l'IA répond. C'est-à-dire que c'est vraiment du tac au tac. Ça se fait de manière complètement Il n'y a pas de instantanée. latence
comme on peut l'avoir parfois dans ChatGPT, où on sent que pendant quelques secondes, il réfléchit. Moi, c'est ça qui m'a frappé, que tu utilises ChatGPT ou Bard, il y a toujours un temps de latence. Quelle que soit la question que tu poses, ça mouline, et puis ça te donne la réponse. Là, ça se fait comme on est en train de discuter là, du tac au tac. Parce que l'intelligence n'est pas sur le device malgré tout, c'est des requêtes qui sont faites dans le cloud. Alors en fait, là, c'est intéressant cette question parce que ça dépendra de la version de Gemini. Nano, je crois que c'est à l'intérieur du téléphone, c'est ça. Sur les pixels. Nano est faite pour s'intégrer au smartphone Android. Alors donc, il est moins puissant, moins intelligent. Voilà, mais pour le coup, il est en natif, il sera en tout cas intégré dans les smartphones. Et les autres, non, effectivement, ce sera des systèmes de requêtes, mais pour le coup, il y aura plus de puissance. Donc effectivement, il y a une mise à jour qui a été faite sur les pixels. Pas encore pour tout le monde. Et c'est aussi la limite du modèle. Et c'est pour ça, quand on dit c'est plus fort que ChatGPT, faut voir, parce que par exemple, cette IA pour l'instant elle ne fonctionne qu'en anglais, là où ChatGPT fonctionne dans je ne sais pas combien de langues. Donc bon. Alors c'est prévu en français, sans doute en 2024, mais on n'a aucune date de la part de Google. Non, malheureusement. On sent qu'ils voulaient faire un coup. Et la version Ultra n'est pas disponible, qui se veut être la surpuissance de l'IA générative de chez Google. C'est ça, mais là on n'y est pas encore, ce sera pour l'an prochain aussi, normalement. Mais c'est intéressant parce que, alors, pour raconter un petit peu les coulisses de l'émission, mais au début quand je t'ai envoyé ma liste d'idées de sujets, je t'avais envoyé hier la liste, il y avait comme sujet Google rate son coup, ils ne dévoileront pas de Gemini cette semaine, parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs. Oui, bien sûr, comme quoi ils décalaient en fait les annonces de Gemini. Et finalement, ils s'y sont tenus. Exactement, parce que la rumeur c'était qu'ils n'étaient pas prêts. Alors est-ce que ils n'étaient pas prêts et sous la pression, ils y sont allés quand même avec une version qui effectivement n'est disponible qu'en anglais, avec peut-être quelques limitations techniques par rapport à ce qu'ils voulaient présenter, peut-être. En tout cas, visiblement, ils y sont allés à marche forcée pour pouvoir effectivement rattraper leur coup de retard, parce que sur ChatGPT a quand même un bon coup d'avance dans ce domaine-là. Bon, vivement que ça arrive en France. Le modèle économique, ça sera toujours comme Google gratuit. Ça va être intéressant de voir s'il y aura des versions payantes. Je pense qu'il y en aura. Au bout d'un certain nombre de requêtes, ça devient payant. Et comment la publicité, pour les versions gratuites, va s'intégrer là-dedans. Ça aussi, c'est une question. Absolument. Parce que rappelons que Google vit à 90% du marché publicitaire. Donc, c'est clair qu'il va y avoir des modèles économiques payants. Après, la version Nano est intéressante parce que là, pour l'instant, ils l'ont mis sur les pixels, donc leurs smartphones maison. Mais on peut imaginer que de la même manière qu'Android, ils pourraient peut-être commercialiser ça à des fabricants de smartphones pour qu'ils aient le droit de l'intégrer dans les téléphones. Donc, je sais pas, on va voir ce que ça donne, mais ça va être hyper intéressant. En tout cas, là, j'ai vraiment l'impression que Google revient dans la course. Tu vois, je l'ai trouvé un peu... pas à la ramasse, mais un peu derrière quand même, alors qu'on sait qu'ils ont plein de trucs dans les cartons, c'est évident. Sous réserve, bien évidemment, de le tester, de voir si effectivement toutes les promesses que Google nous balance en communiqué de presse s'avèrent exactes. C'est vrai, mais les vidéos, en tout cas, franchement, allez les voir sur la chaîne YouTube de Google. Enfin, on vous en avez vu quelques-unes passer sur la chaîne, là, mais c'est assez dingue. Ouais, on a l'impression de passer quand même un cap. Dans l'actu aussi, c'est le jeu que tout le monde attend. C'est un jeu qui, au-delà d'un film, est un immense blockbuster. C'est le nouveau GTA. Vous savez qu'il y a une fébrilité autour de ce jeu qui ne s'est jamais vue. Je crois qu'on n'a jamais vu ça. En termes d'attente et en termes de buzz autour d'un jeu vidéo. Parce que GTA 6 s'apprête à débouler, alors pas tout de suite, c'est 2025 d'après ce que j'ai compris, mais évidemment le marketing de l'éditeur est très 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 bien fait, puisque voilà, alors que le jeu sort dans un an minimum, voire plus, sans doute plus, parce qu'il y a toujours du retard, on a là, depuis quelques jours, la possibilité de regarder la première bande-annonce du jeu. Mais c'est dingue, c'est-à-dire que c'est là que je trouve, c'est comme ça qu'on mesure la puissance d'une marque ou d'une franchise, c'est-à-dire le niveau d'excitation généré par la bande-annonce et même par l'annonce de la bande-annonce. Ouais, c'est incroyable. Tu sais, ils avaient dit on fera une bande-annonce qui sera diffusée le 5 décembre ou 6 décembre, je sais plus, enfin c'était cette semaine en tout cas. Et le simple fait de faire ça avait généré une hype pas possible. Comme quand Apple dit notre keynote pour les prochains iPhones seront à cette date-là. Il y a très peu de marques au monde en fait qui peuvent se targuer d'avoir ce genre de générer cette excitation-là. L'actualité, c'est de savoir qu'un teaser va arriver. C'est dingue. C'est complètement fou. Enfin, franchement, il y a très très peu de marques qui peuvent se permettre ça. Et GTA en fait partie. Donc ils ont diffusé cette bande-annonce qui dure 1 minute 30 pour GTA 6. Donc on voit des images. Alors c'est vrai qu'ils donnent super envie aussi, je dois dire. Donc, quasi photoréaliste pour certaines. Photoréaliste. Alors il y a la grande question, est-ce que c'est pas forcément du in-game, tu vois, évidemment. Donc on verra ce que ça donne in-game. C'est peut-être des vidéos de présentation, enfin des choses comme ça qu'il y a dans les jeux. En tout cas, ça donne vraiment envie. Donc là, on est à Vice City. Il y avait déjà eu un GTA Vice City il y a des années. Moi, j'ai joué à ça, mais c'était il y a très longtemps. C'était
génial. Vice City, donc c'est une réplique de Miami en fait. Mais là, en fait, et c'est ce qui va faire probablement le succès de ce jeu encore plus que les versions précédentes, GTA, sa force, c'est d'être un jeu bac à sable, un sandbox comme on dit, donc où tu as une liberté quasiment totale. Le jeu est totalement ouvert. Totalement ouvert, tu peux visiter la ville, etc. Alors après, tu as le côté un peu sulfureux parce qu'évidemment, tu joues les gangsters dans GTA, évidemment. C'est aussi ça. GTA, c'est Grand Theft Auto, donc c'est le vol de voitures en anglais. J'en ai volé des voitures dans le jeu. On est vraiment loin du politiquement correct. Complètement. Hein, mais c'est l'alcool, la drogue, le sexe. Bien sûr. Mais avec beaucoup d'humour, beaucoup de second degré. Ouais, exactement. Là, on joue les méchants. Voilà, on joue les méchants et on s'amuse à faire ça. C'est ça qui est grisant. Bien sûr, évidemment, c'est ça qui est grisant. C'est ça. Alors, ça fait une partie du succès du jeu parce qu'il y a ce côté évidemment un petit peu sulfureux, mais surtout le succès du jeu, d'abord c'est des très très bons jeux, et puis le côté liberté vertigineuse, c'est-à-dire que tu peux vraiment absolument tout faire dans le jeu. Et là, selon les rumeurs, de ce Vice City, donc Miami, j'allais dire grandeur nature, tu vois, c'est vraiment des villes absolument gigantesques. Tu as tous les gratte-ciel, les immeubles, les maisons. Tu pourrais visiter 70% de la totalité des bâtiments et avoir des interactions dans 70%. C'est énorme, tu vois. On comprend mieux pourquoi il faut quasiment 10 ans à chaque fois pour faire ce jeu. Imagine, et en plus avec les intégrations c'est titanesque. C'est titanesque. Et là, alors on va reboucler avec ce dont on parlait juste avant, mais avec l'intégration aussi de l'intelligence artificielle dans le jeu, par exemple pour améliorer la qualité des dialogues avec les personnages que tu croises dans le jeu. Aujourd'hui, quand tu croises des personnages qu'on appelle des NPC, des personnages non joueurs dans le jeu, tu as des dialogues qui sont scriptés. Tu as une boîte de dialogue, A, B, C, et puis voilà. Là, en fait, avec l'intégration de l'IA générative, on va pouvoir avoir des dialogues, des lignes de dialogue et des arborescences qui sont quasiment infinies. Donc ça, c'est quand même génial. Ça va apporter en fait de la profondeur au jeu et en fait, tu vas pouvoir interroger peut-être un personnage plusieurs fois, il te dira pas la même chose. C'est exactement ça. C'est ça qui est top. Et donc, ça pourra avoir des implications dans le jeu. Alors, c'est un des vice-présidents de Take-Two, donc l'éditeur du jeu, qui a dit ça. Mais au détour d'une interview, ça n'a pas été beaucoup repris, ça m'étonne d'ailleurs. Il n'a pas donné beaucoup plus de détails, mais en tout cas, ça devrait vraiment ajouter de la profondeur. Et donc, ça pourrait permettre au jeu de à nouveau battre des records. Parce que là aussi, il y a une dimension business qui est complètement folle. C'est le deuxième jeu le plus vendu de tous les temps, GTA 5, 190 millions d'unités. Donc, derrière Minecraft. Et c'est le jeu qui a généré le plus rapidement $1 milliard de chiffre d'affaires. C'est le jeu. Alors là, les chiffres. C'est des chiffres stratosphériques qui dépassent le cinéma en fait. Complètement. Alors les chiffres qu'on donne là sur ne serait-ce que la conception et le budget marketing, c'est 1 à 2 milliards. C'est pas des chiffres qui ont été confirmés, mais c'est des chiffres qui tournent beaucoup. Ce qui est énorme, ce qui est absolument considérable. Si tu prends des films comme Avatar ou comme Avengers, les budgets c'est autour de 450 millions, quelque chose comme ça. Donc tu vois, c'est vraiment, on est même sur des ordres de grandeur différents, quoi. C'est complètement fou. Ça veut dire aussi les attentes qu'ils ont en termes de vente, parce que si tu investis 1 ou 2 milliards de dollars pour faire un jeu, t'as intérêt à en vendre des caisses derrière. C'est vrai. Mais ils savent que ça va cartonner, parce qu'il y a des millions de fans qui attendent ça avec impatience. Évidemment, ça sera sur console. Ça arrive à peu près sur toutes les plateformes, c'est ça qui est top. Alors c'est assez marrant que tu dis ça, parce qu'il y a eu un grand absent de la présentation, c'est le mot PC. Donc on sait pas. Et là, les joueurs de PC sont en stress depuis le début. Mais parce que franchement, il y a beaucoup de gens qui jouent sur PC, GTA. Et non, il a été annoncé sur les consoles next-gen, mais pas sur PC. Alors souvent, peut-être que ce sera dans un second temps. On peut espérer que ce soit ça, mais là, petit coup de stress quand même pour les joueurs PC qui savent pas encore, qui sont pas encore sûrs qu'ils pourront jouer à GTA 6. On imagine que si, je sais pas. T'as déjà joué toi à GTA ou j'ai joué. Moi j'ai joué. GTA 3, j'ai beaucoup joué. Incroyable. Et puis, c'était génial. Cette liberté. En fait, c'est un jeu qui te permet tu pourrais jouer un week-end entier en fait à GTA. Il y a une telle profondeur de jeu, il y a tellement de choses à faire. C'est un jeu où tu explores énormément. T'explores beaucoup. Et ça, c'est top. T'as énormément de lignes de scénario différentes. Rockstar est très très fort pour ça. C'est aussi eux qui sont derrière Red Dead Redemption. Qui est aussi un chef-d'œuvre de ce point de vue-là, dans un univers complètement différent, dans le Far West. Far West. Mais c'est ces jeux où tu as vraiment une profondeur absolument dingue. Donc non, c'est vrai. Alors t'as vu qu'Elon Musk a dit qu'il voulait pas y jouer. Il aime pas GTA parce qu'il faut tirer sur des policiers et ça lui plaît pas du tout. Ça lui plaît pas. Oh mon Dieu. Donc, oui, mais bon, il sait que c'est un jeu. C'est pas la vérité, faut peut-être lui expliquer. Oui, mais tu sais que Elon Musk il croit qu'on vit dans une matrice de toute façon et qu'on est dans une fiction. Donc peut-être que la réalité et la fiction c'est pas tout à fait clair parfois. Oui, parfois. Vivement que son intelligence artificielle sorte là. Grok. Ouais, Grok. J'ai hâte de voir ça aussi, clairement. Peut-être qu'il pourra s'en inspirer.
Tiens, on revient à l'IA parce que c'est vrai que c'est vraiment l'actualité du moment. On voit que toutes les grandes compagnies se focus là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des alternatives aux géants américains, et notamment une alternative française qui est en train d'émerger vraiment. Il s'agit de Mistral.ai, qui est composé, on va dire, de la fine fleur de l'ingénierie, des ingénieurs de l'IA qui travaillaient dans les grands groupes américains et qui ont décidé de quitter en fait les États-Unis pour venir s'installer en France et créer une alternative en fait à OpenAI, etc. Ça s'appelle Mistral. Évidemment, il y a beaucoup d'attentes concernant ce nouveau modèle d'intelligence artificielle, parce que derrière tout ça, il y a évidemment l'autonomie dans ce domaine au niveau européen, voire français, la souveraineté, enfin, tous ces sujets-là. Et Mistral a annoncé une bonne nouvelle cette semaine. Enfin, ils ont annoncé. Alors, ils n'ont pas annoncé. C'est pas annoncé. Mais c'est des informations de presse, de Bloomberg, où en général, ils sont plutôt bien informés, qui expliquent que Mistral fait une nouvelle levée de fonds. Alors, en fait, pour vous dire, ce qui est intéressant, c'est la trajectoire vraiment fulgurante de cette entreprise, qui a fait une première levée de fonds il y a 6 mois. De 100 millions d'euros auprès de Xavier Niel, Rodolphe Saadé, le patron de CMA CGM, Eric Schmidt, l'ancien patron de Google, donc des gens quand même qui pèsent un peu. Ce qui était déjà en phase d'amorçage, on ne va pas entrer dans les détails techniques, bon là c'est un peu BFM Business, mais en tout cas c'est vraiment impressionnant ce qu'ils ont fait sur la promesse d'effectivement avoir une alternative française à ChatGPT. Et là, 6 mois plus tard, nouvelle levée de fonds, 450 millions, donc sur la base d'une valo à 2 milliards, c'est énorme, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'on aurait une première licorne française dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est top. Et là, ils sont appuyés par des petites startups, des Nvidia, Salesforce, un fonds d'investissement qui s'appelle Andreessen Horowitz aussi, qui est une référence dans le secteur. Ce qui est intéressant, c'est que c'est plus des investisseurs français. Voilà, exactement. Alors t'as raison. J'avais même pas pensé, mais c'est un point très très c'est un peu négatif parce qu'on se dit que finalement le capital, part aux US. Mais d'un côté, c'est plutôt positif parce que si Nvidia investit là-dedans, c'est qu'ils ils se rendent compte en fait de l'importance et de la pertinence du modèle d'IA qui est en train de développer donc Mistral. Absolument. C'est ça qui est cool. C'est ça, exactement. Alors sachant que ils ont encore tout approuvé. Mistral, ils ont montré leur premier modèle de langage qui est pour l'instant en retard sur ChatGPT, mais qui pourrait, alors on verra, mais en tout cas, qui a des spécificités. Alors eux, ils misent sur l'open source déjà, donc ça c'est vachement intéressant. Le fait que n'importe qui puisse aller regarder sous le capot la fameuse boîte noire de l'IA, c'est aussi une des problématiques quand on parle de ChatGPT, c'est que et de ses concurrents aujourd'hui, c'est que personne ne sait vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Là, open source, donc, tout se fait en transparence. Tout se fait en transparence. Et puis, la possibilité pour les entreprises, parce que ce serait notamment des clients entreprises, de garder un contrôle sur leurs données, ce qu'on fait avec les informations qu'ils entrent dans l'IA. Donc là aussi, c'est des choses qui ont été beaucoup reprochées à ChatGPT. Donc je trouve que c'est intéressant. Ils sont en train de créer à la fois un modèle alternatif et de se poser comme une sorte de petit pousset face à... Alors ils appellent ça l'oligopole émergent des IA, mais c'est vrai parce que tu as d'un côté OpenAI qui est adossé à Microsoft, tu as Anthropic avec Claude qui est adossé à Amazon maintenant, tu as Google qui se suffit à lui-même, et face à tout ça, c'est bien d'avoir des alternatives et des alternatives européennes, quoi. Il faut c'est maintenant que la bataille elle se joue. Moi j'ai pas envie que, tu vois, comme sur... Enfin je sais pas ce que tu en penses, mais les Européens, on a raté toutes les dernières lames de fond technologiques, tu vois, on a raté les smartphones, on a raté les réseaux sociaux, on a raté le cloud, alors même si on a quelques acteurs, mais et là, tu vois, là on est au début encore, il y a vraiment moyen en mettant un peu d'argent, peut-être de créer des champions mondiaux, mais c'est maintenant, quoi. Avec un vrai savoir-faire français qui est reconnu mondialement. Exactement. C'est ça qui est fort. Et c'est bravo à ces trois... alors je sais pas quelles sont leurs motivations exactement, si vraiment ils ont une motivation, j'allais dire, patriotique, ce que je trouverais beau, moi, à titre personnel, ça c'est mon avis, mais tu vois, eux, ils ont tous bossé pendant des années chez Google, chez Meta, ils ont fait leurs armes là-bas, et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'ils arrivent à me lever des fonds, parce qu'ils sont reconnus, c'est vraiment des tronches, c'est tous des polytechniciens, normaliens, tout ce que tu veux. Et maintenant, ils reviennent en France et ils disent, voilà, on va créer un champion français. Moi, je trouve l'initiative géniale. J'espère vraiment que ça va aller loin et qu'on va avoir une alternative, enfin en tout cas un modèle qu'on peut opposer à ChatGPT, Bard et Grok. Voilà, alors pour l'instant ce ne sont que des rumeurs, mais on aura peut-être la confirmation de cette levée de 450 millions dans les jours qui viennent. Ouais, à mon avis, c'est... Ce qui de facto permettra à Mistral de devenir la nouvelle licorne, puisque je crois qu'après ces 450 millions, ils auront une valeur de 2 milliards. Exactement. Donc c'est plutôt cool. Très beau. Tiens, on reste dans l'intelligence artificielle parce que évidemment l'IA est en train de bouleverser pas mal de secteurs. Sans doute aussi celui de l'éducation, parce que aujourd'hui, l'intelligence artificielle générative peut se substituer parfois
on va dire, à l'enseignement traditionnel. Ouais, alors j'irais pas jusqu'à dire se substituer, mais Parfois, le compléter dit, en tout cas. Oui, c'est ça. Alors, alors t'as vu Compléter, on va dire. compléter, Tu as voilà. raison. Le mot compléter Soyons est le bon à mon précis. avis. Bon, t'as dû voir comme tout le monde que on a eu les classements PISA là, cette Ouais. semaine qui sont absolument catastrophiques pour la France. On Oui, est oui, et puis Gabriel Attal, qui est le ministre de l'Éducation, qui essaie de développer une nouvelle stratégie en termes d'éducation, voilà, avec des changements importants quand même. Exactement. Et notamment, alors, enfin, c'est pas l'annonce qui a fait le plus parler, évidemment, mais parmi les annonces, Oui. il y a le fait qu'on va utiliser des outils d'intelligence artificielle pour permettre aux élèves de s'améliorer, notamment en français et en maths. Donc, c'est un outil qui a été annoncé pour les élèves de seconde. Qui s'appelle MIA Seconde, qui a été créé par une start-up française qui s'appelle EvidenceBee, d'ailleurs, qui est une super start-up. Et en fait, c'est des outils, alors moi je trouve ça extrêmement intéressant, qui vont permettre en gros de mettre un prof virtuel au-dessus de l'épaule de chaque élève. C'est un peu ça le principe. C'est-à-dire que concrètement, tu vas télécharger l'application. On va te proposer des problèmes de maths donc, pour tester ton niveau, voir où tu en es, où est-ce que tu as des lacunes. Et en fait, ensuite, on va te proposer des exercices qui vont être faits sur mesure pour toi. Par rapport à ton niveau par rapport et à tes ton niveau. faiblesses. Exactement. On va analyser tes lacunes, où est-ce que ton raisonnement bloque, et en fonction de ça, ça va être vraiment de la haute couture, parce qu'on va le faire vraiment ajuster pour ta personnalité, la façon dont fonctionne ton cerveau. Si l'exercice est trop dur et que tu n'y arrives pas, on va t'en proposer un tout petit peu plus facile. Si tu y arrives, un tout petit peu plus difficile. Donc, tu es toujours dans une zone de tension. Et en fait, on va dire, le cheminement va être différent pour chaque personne, mais à la fin, tu vas avoir l'acquisition d'un savoir. Et donc, ça permet en fait de faire ce que le prof ne peut pas faire. Il ne peut pas faire du sur-mesure avec 30 élèves dans sa classe. C'est très, très compliqué. Certain. Et donc, je trouve que c'est en fait des outils qui sont extrêmement intéressants. Donc, ça fonctionne pour les maths. Tu as des outils pour le français, tu as des outils pour la lecture. Un outil qui s'appelle Lalilo, qui est déjà utilisé, par exemple, en primaire, je crois. Tout ça, ça se base sur une technologie. Alors, on appelle ça le adaptive learning. Donc, c'est l'éducation ou l'apprentissage adaptatif, qui est un truc qui vient des États-Unis, qui est utilisé depuis 15 ans. On pourrait se dire c'est du gadget, tu vois, c'est un truc, c'est pas ça qui va rendre les élèves meilleurs, peut-être, enfin, tu vois, il n'y a pas non plus de solution miracle, mais quand on regarde le haut du classement PISA, donc les pays Singapour, l'Estonie, c'est des pays qui utilisent en fait ces technologies depuis des années. Alors peut-être que c'est pas la seule chose qui explique leur succès, mais c'est sans doute une recette globale avec comme accompagnement, entre autres, parmi d'autres, ce type de soft. Moi, je trouve qu'en tout cas, ça peut nous interpeller et ça fait pas de mal, tu vois, au milieu de tout le reste. Je trouve que c'est plutôt intéressant d'intégrer ce genre d'outils. Alors après, je sais pas comment les profs vont le prendre. Est-ce que certains sont peut-être plus ou moins réceptifs aussi, tu vois, au côté technologique. Certains vont dire, on n'a pas besoin de ce truc-là et tout. Enfin, moi, j'ai pas mal d'espoir par rapport à ça. Je suis pas sûr que ça suffise à renverser la table et à faire de nul en maths des Einstein. Il y a faire que des Einstein partout, évidemment. Mais en tout cas, c'est à tester. Et évidemment, on n'est qu'au début de tout ça. On peut imaginer que bientôt, toutes les matières pourront être, on va dire, distillées comme ça grâce à cette IA. C'est ça qui est formidable. Et je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est un peu le changement de position par rapport à l'IA. C'est-à-dire que quand ChatGPT est arrivé, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y avait une espèce de tension de la part du corps enseignant sur ces sujets. L'une des premières applications dont on a parlé, y compris dans les médias, tu sais, c'était les cas de triche. Sur les devoirs. Les devoirs, et c'est vrai, c'est un outil de triche incroyable, ChatGPT, il n'y a pas de souci. Mais on peut aussi le voir. On peut aussi voir le verre d'eau à moitié plein et voir les trucs hyper positifs qu'on va pouvoir faire grâce à ça, c'est-à-dire le côté complètement assez égalitaire aussi, la possibilité pour un élève, par exemple, en langue, moi j'ai testé un truc qui s'appelle c'est Gimglish, c'est un outil français aussi. Qui existe depuis très longtemps, Gimglish. Et alors ils ont créé une mais ils l'ont fait évoluer à la sauce IA, tu vois, et en fait tu peux discuter en langage naturel avec comme si tu étais en train de discuter avec un anglais, un japonais, un chinois. C'est top. C'est comme si tu faisais un voyage scolaire, tu vois, enfin, tout le monde n'a pas les moyens de se payer un voyage scolaire ou un prof particulier. Là, tu vas avoir cet outil-là. Alors après, il faut vouloir y avoir accès, mais en tout cas, tu as ça à portée de ta poche, c'est quand même dingue. On va terminer par une info qui va faire plaisir à tous les utilisateurs de PC. Vous avez aimé Windows 11, vous allez adorer Windows 12. Ouais. Et oui, puisque Microsoft prépare l'arrivée de Windows 12. Apparemment, Windows 12 alors on a une date de sortie, alors c'est des rumeurs, en fait, pour être tout à fait précis, c'est un journal taïwanais, en général ils sont bien informés parce qu'ils sont au plus près des fabricants de composants. Parce que ce sont les fabricants qui, les premiers, sont au courant du développement d'un nouveau Windows, puisqu'il va intégrer leurs machines qu'ils sont en train de fabriquer. C'est exactement ça, et donc du coup là c'est une interview d'un monsieur
monsieur qui s'appelle Barry Lam, c'est le président de Quanta Computer, donc c'est l'un des leaders de la production d'ordinateurs dans le monde. Et au détour d'une phrase, je ne sais pas si ça lui a échappé ou s'il a fait exprès, mais il déclare l'été prochain quand Microsoft lancera une nouvelle génération de système d'exploitation Windows. Waouh. Peut-être qu'il s'est fait derrière, mais déchiré par la com de Microsoft. Satya Nadella l'a appelé, il lui a dit tu sais quoi. Oui, bonjour. Bonjour. Barry, j'ai 2-3 nouveaux à te dire. Mais en tout cas, voilà, il laisse entendre que le Windows 12 pourrait arriver donc dès l'an prochain, qui va être un vrai enjeu pour Microsoft parce que Windows 11, on en avait beaucoup parlé en amont. Je ne sais pas si tu te souviens, on disait ça va être mise à jour majeure, la plus grosse mise à jour depuis des années. Et en fait, ça prend pas tant que ça. En fait, quand tu regardes dans les chiffres, il y a assez peu de gens en proportion, si tu veux, qui sont passés de Windows 10 à Windows 11. Donc c'est un peu décevant de ce point de vue-là. Et donc là, cette nouvelle... Alors, à ton avis, quel va être le point fort de Windows 12 ? Oh là là, à mon avis, on va en bouffer de l'IA. Comme absolument tout ce qui est technologique en ce moment, c'est IA Inside. Et en gros, là, l'idée, ce serait de créer en fait la future génération de PC qui seront des PC dopés à l'intelligence artificielle. Et donc, Windows 12 tournerait autour de ça. Alors, sans qu'on ait tous les détails pour l'instant, tout ça est encore très très vague. Mais en tout cas, cette nouvelle version, elle sera clairement tournée autour de l'intelligence artificielle. Oui, avec sans doute le copilote qui existe déjà sous Office 365 qui arrivera. On murmure qu'une version copilote de Windows pourra arriver pour te faciliter les tâches quotidiennes que tu as avec ton Windows, par exemple. Bien sûr, ouais. Donc ça va être intéressant. Ce qui va être intéressant aussi, c'est est-ce que les constructeurs de PC vont rajouter des puces particulières pour faire traiter cette IA, ou est-ce que tout sera dans le cloud finalement et que voilà, avec ton PC de 2018, tu pourras avoir autant d'intelligence sur Windows 12 qu'un PC que tu viens d'acheter. Ouais, tout à fait. C'est assez intéressant. Moi, je pense qu'il y aura effectivement aussi les fabricants de PC vont avoir tout intérêt justement à avoir ça comme argument commercial. On sait que les ventes de PC commencent à fatiguer. C'est vrai que pour eux, ça peut être aussi la planche de salut, quoi, parce que se dire tiens, on va rajouter de l'intelligence artificielle, etc. Un peu comme Google, et on boucle la boucle avec Gemini Nano, qui sur le Pixel 8, grâce à une puce spécifique, devient beaucoup plus intelligent. Donc, de toute façon, vous allez voir que dans les mois qui viennent, on va dire l'année 2024, tous les smartphones, tous les fabricants de téléphones, tous les fabricants d'ordinateurs, ça va être leur argument marketing numéro 1, ça va être de l'intelligence artificielle à l'intérieur. Des fois, ce sera complètement bullshit, ça vaudra rien, et il y aura quasiment rien, mais en tout cas, ils vont se mettre cet argument commercial-là à toutes les sauces, parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est ce qui fait vendre, et pour les PC qui sont complètement en berne, les ventes après le Covid, et où il y a eu une vague d'équipements avec le télétravail, etc., c'est complètement cassé la figure, et là, c'est l'occasion pour eux de se refaire la cerise, si tu me passes l'expression. Oui, c'est clair. C'est notamment Samsung. On murmure que le prochain Galaxy S24, qui devrait être annoncé après le CES, miserait tout sur l'IA. Ouais. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que le système d'exploitation qui est collé à Android, fabriqué par Samsung, va rajouter de l'IA ? Est-ce que Samsung va lancer sa propre IA ? Parce que c'est quand même un géant, tu vois, du smartphone. Ils ne peuvent pas rester à côté de cette vague. Et puis derrière, ça nous fait encore questionner encore plus sur Apple. Parce qu'Apple va se retrouver vraiment isolé. Et il va falloir qu'ils réagissent très vite sur ce sujet. Il faut qu'ils s'y mettent. Mais on murmure qu'iOS 18, qui devrait sortir avec l'iPhone 16. Ouais, on en avait parlé avec Nicolas Lelouch la semaine dernière de ça. Effectivement, mettrait le paquet sur l'IA. Ouais, ils mettraient le paquet sur l'IA, mais c'est vrai que pour l'instant, ils n'ont rien dit. Alors c'est toujours pareil, la stratégie d'Apple, c'est toujours d'observer et puis après de. Mais sur l'IA, faut quand même être au taquet, quoi, parce que des boîtes comme Google ou Samsung, elles rigolent pas, elles mettent des milliards et en fait, l'IA, le truc, c'est que c'est un processus, plus tu travailles dessus, disons que tu as un avantage à travailler très longtemps en fait, sur ces sujets-là. C'est pas un truc que tu peux t'approprier en l'espace de 6 mois, contrairement à d'autres technologies. Donc, Anthony, on va se retrouver dans quelques minutes. Dans quelques minutes ? Oui, parce que tu sais que là, nous allons retrouver Lionel Costa pour notre rendez-vous Labo Fnac avec les meilleurs produits de l'année, les produits 5 étoiles, petite sélection. Franchement, vous avez envie de vous faire plaisir. On va vous donner quelques bons produits high-tech. Et puis, notre module bonus, Anthony, on va le faire. On a une petite news pour vous, plutôt sympa. On ne vous en dit pas plus, mais ce sera, vous le savez, une exclusivité sur le podcast audio. En téléchargement, vous aurez votre petit module bonus tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure Anthony. Tout à l'heure. Et tout de suite donc direction le Labo Fnac avec Lionel Costa qui nous rejoint.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co.